pour réussir vos projets complexes et ambitieux. Il est 11h29, on va attendre encore 1 minute avant de démarrer. Et en attendant, je vais souhaiter la bienvenue aux participants qui sont déjà avec nous. Donc, bienvenue et bonjour à Nan, bonjour Pierre-Maël, bonjour Olivier, bonjour Yann-Éric, bonjour Didier, bonjour Emma, merci de votre présence. On va attendre encore quelques instants pour démarrer. Ok, alors, bonjour Céline, rebonjour, puisqu'on s'est eu au téléphone aujourd'hui. Donc effectivement, ce webinaire, c'est sur la masterclass des projets complexes et ambitieux. C'est le 6e du genre, puisque j'ai commencé ces webinaires sur ce thème-là en juillet dernier, que j'en ai un par mois à peu près, et que ce thème-là sur trouver et mobiliser les talents clés pour réussir vos projets complexes et ambitieux, c'est la 2e édition, puisque on en avait fait une première édition en décembre, et comme il y avait pas mal de monde, il y a pas mal de demandes. Du coup, on réédite ce thème-là. Alors, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Anne, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Avant de commencer, je voudrais vous proposer peut-être de faire un peu plus ample connaissance. Alors, pour ma part, je suis Cyril Barbet, je pense que la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Je pourrais peut-être dire quelques mots en fin de webinaire supplémentaire, mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de savoir en fait pourquoi vous êtes à ce webinaire, quels sont vos objectifs. Et donc, j'ai, on va dire, 3 questions à vous poser. La première, c'est quel est votre business, votre métier, votre expertise? Et donc, vous allez pouvoir répondre via le chat. Et s'il vous plaît, attendez d'avoir les autres questions pour pouvoir répondre et de façon à grouper vos réponses sur le même message si c'est possible. Voilà, quel est votre domaine d'activité globalement? Deuxième question, quel est votre enjeu numéro 1 en matière de talent pour les projets complexes, pour vos projets complexes? Et puis, troisième question, quel est votre obstacle numéro 1 pour avancer? Alors, certains m'ont déjà répondu, j'avais déjà peut-être les éléments, mais comme je n'ai pas forcément les contacts de tout le monde ici, c'est important pour moi d'avoir vos réponses à ces questions sur le chat, de façon à ce que je puisse être vraiment le plus pertinent possible, le plus individualisé possible par rapport à vos enjeux. Voilà, et puis si possible, vous pouvez me mettre également à quelle échéance vous souhaitez avancer. Est-ce que c'est maintenant, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Voilà, on se donne quelques instants et puis ça va donner le temps aux autres d'arriver. Bonjour Swala, bonjour Stéphane, bonjour Nathanaël, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce 6e webinaire donc, sur le thème des talents pour réussir vos projets complexes. Et donc, vous pouvez commencer à renseigner sur le chat les réponses à ces questions. Alors, j'ai mis 3 questions, d'ailleurs, vous avez remarqué, il y en a 4. Voilà, sur quel est votre domaine d'activité, votre enjeu numéro 1, votre obstacle numéro 1 et à quelle échéance vous souhaitez avancer. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour répondre à ces questions. En attendant, peut-être dire quelques mots sur moi. En fait, moi, j'ai un profil d'ingénieur, une formation d'ingénieur à la base, l'école centrale, que j'ai faite entre 85 et 88. Ça remonte à bien longtemps et j'ai commencé ma carrière dans l'automobile, donc 10 ans dans l'automobile chez PSA Peugeot Citroën avec principalement des fonctions de management, à la fois en usine et dans des fonctions de prospective sur le futur, des projets véhicules. Et puis, j'ai quitté l'automobile au bout de 10 ans pour aller dans le monde de l'éducation. J'ai été directeur d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc, un premier virage, on va dire, à 90 degrés dans ma carrière. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a un profil, on va dire, très atypique, un CV un peu bizarre, qu'on ne peut pas réussir. Et puis, après ce premier virage, eh bien, j'en ai fait un deuxième et puis un troisième. J'ai enchaîné après l'enseignement sur
l'accompagnement des créateurs d'entreprises, l'accompagnement des entrepreneurs, et en particulier sur cette question de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et puis, maintenant, depuis 7 ans, 8 ans, je suis indépendant et vraiment sur ces questions de projets complexes. Voilà, alors en même temps que je parle, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de réponses sur le chat. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Merci Céline. Voilà qui est rassurant. Est-ce que, du coup, vous pouvez commencer à renseigner vos informations? Bonjour Jean-Pierre, merci pour le petit message. Alors, Céline, Emma, Olivier, Anne, Jean-Pierre, Pierre-Maël, Swala, Stéphane, Yann-Éric. Quelle est la question? Eh ben, c'est celle qui est affichée à l'écran, justement. Quel est votre domaine d'activité? Quel est votre enjeu numéro un? Faites vraiment simple et court, hein. Le but, c'est que je puisse répondre de façon la plus pertinente possible à votre enjeu. Et quel est votre obstacle numéro un pour avancer et à quelle échéance? Voilà. Alors, comme ça met un petit peu de temps à arriver, donc merci Anne. Enjeu, savoir repérer les talents atypiques pour m'accompagner dans mon activité. D'accord. Obstacle, moi-même talent atypique. Je me demande si je suis la mieux placée pour les repérer. Oui, Anne, je te confirme, on se connaît bien, d'où le tutoiement. Mais effectivement, on va en reparler, mais quand on est soi-même talent atypique, on est particulièrement sensible à cette question. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que, on a en tant que talent atypique, on a souvent une sensibilité un peu exacerbée et cette sensibilité peut poser problème, on va dire, dans la vie de tous les jours et en particulier dans la vie professionnelle. Et du coup, on a tendance un peu à se couper de cette sensibilité-là. On a tendance un peu à se couper de ces capteurs qui sont pourtant si importants pour soi. Voilà ce qui fait que on a peut-être l'impression de ne pas être capable de le faire, alors que oui, quand on est talent atypique, on a une capacité à capter, à repérer facilement ces talents atypiques. Mais ceci dit, c'est pas exclusif des talents atypiques eux-mêmes. Même quand on n'est pas soi-même talent atypique, on a véritablement une capacité, et je vous expliquerai bien sûr comment faire. Ok, Céline, commencez par les matins, je ne réponds pas, oui, j'ai les éléments, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont répondu dans le chat, donc je suppose que, eh bien, vous avez peut-être pas du tout de problème finalement. Alors, Nan, merci. Notre business du cadeau promotionnel, effectivement. Métier, acheteur, expertise, achat. On s'est parlé effectivement il n'y a pas longtemps, Nan, donc j'ai aussi pas mal de vos éléments. Jean-Pierre, mon enjeu, recruter dans les prochains mois les bons associés, effectivement dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Premier obstacle, définir mes attentes, mes besoins. OK. Et effectivement, on en a déjà parlé un peu, Jean-Pierre, donc je serai à même de vous apporter des réponses un peu plus individuelles en fin de webinaire. OK, Marjorie, bienvenue, qui est arrivée. Voilà, donc si vous avez moyen de renseigner dans le chat par un seul message global votre métier, votre expertise, votre enjeu numéro un, votre obstacle numéro un pour avancer et votre échéance. Votre enjeu numéro un en lien bien sûr avec le thème d'aujourd'hui. Alors, pendant que vous continuez à répondre, je vais avancer sur notre sujet. Donc, d'une certaine façon, avant de parler de projet complexe, c'est peut-être intéressant de définir ce que moi j'entends par projet complexe. Ce que j'entends par projet complexe, ce sont des projets où il y a coexistence d'un grand nombre d'éléments, des éléments, on pourrait dire, techniques, des éléments organisationnels, des éléments humains. Et non seulement il y a coexistence de tous ces éléments, mais il y a interaction entre tous ces éléments. Et c'est ce qui fait la complexité. Un petit peu à l'image donc de ce tas de fils emmêlés d'une certaine façon. Alors, dans notre société qui est mondialisée, qui est interconnectée, on est par essence de plus en plus face à des projets complexes. Et peut-être que vous avez remarqué que justement, de plus en plus, nos projets, eh bien, soit échouent, soit n'aboutissent pas vraiment dans les délais ou dans les coûts impartis,
soit rencontrent des difficultés imprévues auxquelles on a beaucoup de mal à faire face. Alors, si vous avez constaté ça, eh bien peut-être que vous vous interrogez sur les raisons qui font que justement cette complexité nous pose problème. Alors, en quoi elle nous pose problème, cette complexité? C'est que, en fait, elle nous amène à faire face à de nombreux paradoxes, de nombreux antagonismes. Par exemple, le premier antagonisme auquel je pense, c'est faut-il, garder du recul, enfin prendre du recul pour garder le cap, ou faut-il entrer suffisamment dans le détail et la technique pour justement être attentif aux signaux faibles, à ces détails, vous savez, comme on dit, le diable se loge dans les détails. Eh bien, effectivement, c'est un paradoxe de se dire, faut-il être dans le détail ou faut-il être dans la vision globale? Un deuxième antagonisme auquel je pense, c'est est-ce qu'il vaut mieux être plutôt dans le temps long, le temps de la préparation, ou est-ce qu'il vaut mieux être dans le temps court, le temps de l'action? Et dans le fond, vous vous rendez compte tous qu'il faut être un peu dans les deux. Un troisième antagonisme auquel je pense, c'est est-ce qu'il vaut mieux être tenace pour persévérer quand c'est difficile, ou est-ce qu'au contraire, il faut savoir de temps en temps changer son fusil d'épaule, s'adapter, être agile et pourquoi pas remettre en cause même jusqu'à l'objectif, quand on se rend compte que l'objectif initial était peut-être mal posé, mal fixé, ou peut-être trop ambitieux, ou peut-être pas adapté. Un quatrième antagonisme auquel je pense, c'est, et là on rentre vraiment dans cette notion de complexité, est-ce qu'il vaut mieux décortiquer cette pelote de laine, cette pelote de fil emmêlé en éléments simples, ou est-ce qu'il vaut mieux s'intéresser justement à l'interconnexion, à l'interdépendance de ces éléments? Si on commence à déconnecter les éléments, la complexité en éléments simples, eh bien, on risque de perdre par une partie importante de cette complexité, c'est cette interdépendance. Est-ce qu'il vaut mieux être dans la rationalité ou est-ce qu'il vaut mieux être dans l'écoute des intuitions et des émotions? On se rend bien compte que c'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, c'est en réalité un peu des deux. Est-ce qu'il vaut mieux être audacieux ou est-ce qu'il vaut mieux être prudent? Là aussi, parfois il faut être audacieux, parfois il faut être prudent. Alors à propos de paradoxe, peut-être que certains connaissent ce paradoxe de la grenouille qui illustre notre incapacité à réagir au changement climatique. En fait, vous avez sans doute entendu parler de ce paradoxe. Si vous placez une grenouille dans l'eau chaude, bouillante, elle va avoir un réflexe de survie, elle va sortir immédiatement de la casserole d'eau. Mais si en revanche vous la placez dans une casserole d'eau froide et que vous mettez l'eau à chauffer progressivement, eh bien, elle va s'accommoder de cette chaleur et paradoxalement, elle va se laisser on va dire, mourir ébouillanter parce qu'elle n'a pas vu venir, on va dire, ce risque-là pour sa survie. Alors, comment est-ce que ça peut nous inspirer pour nous? Eh bien, et en quoi il faut s'intéresser à cette question des talents spécifiques pour réussir les projets complexes? En quoi cette question des paradoxes et des antagonismes est si importante? Eh bien, c'est que ceux qui réussissent les projets complexes et qui réussissent à les lancer et à les conduire jusqu'à leur terme, c'est aussi ceux qui savent combiner ces antagonismes. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont déjà un peu reconnus dans ce portrait, mais pourquoi c'est si intéressant de s'intéresser à ces profils particuliers? Parce que ceux qui sont capables de combiner ces antagonismes, ceux qui sont capables de vivre avec, eh bien, ne sont pas si nombreux. Et non seulement ils ne sont pas nombreux, c'est peut-être entre 2 et 5% de la population, mais en plus de ça, ils sont en général pas très visibles. Ils ne sont pas très identifiables au sein d'une organisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance, en fait, à être caméléons, à se fondre dans la masse, dans la masse de vos collaborateurs. Donc, même si vous avez des experts de la complexité chez vous, peut-être que vous ne les voyez pas, tout simplement. Alors, pour quelles raisons ils ne se voient pas? Eh bien, parce que d'une certaine façon, ils sont un peu comme Socrate, c'est pour ça que j'ai utilisé cette image-là, qui, avec son humilité, malgré sa grande érudition, disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Eh bien, d'une certaine façon, de la même façon, les experts en complexité ne se considèrent pas comme des experts en complexité, ils ne se considèrent même pas comme des experts. Ils ont tendance justement à avoir une forme d'empathie et d'humilité et d'empathie, on va dire, vis-à-vis des autres, qui fait qu'ils se disent, bon, les autres ont l'air quand même d'être très très sûrs d'eux, et donc je vais me rallier à leur avis, je vais peut-être finalement ne pas faire valoir mon propre avis, qui pourtant semble original et décalé, et c'est pour eux souvent une difficulté de faire valoir leurs différences,
un peu, on va dire, contre vents et marées, un peu contre l'avis général de tous. Ils ont à la fois ce besoin d'être intégrés, ils ont à la fois ce besoin de se sentir acceptés, et donc venir un peu à contre-courant, c'est extrêmement difficile pour eux. Là encore, peut-être que certains se reconnaîtront dans ce portrait. Et donc voilà pourquoi ces profils-là ne sont pas visibles. Ils vont rarement même solliciter des postes à responsabilité parce qu'ils se croient pas capables d'assumer ces responsabilités. Alors, pour avancer un petit peu, je voudrais vous parler, moi, de quelques exemples que j'ai vécus dans ma vie professionnelle ou dans ma vie de consultant et coach, où j'ai rencontré ces profils-là, où j'ai peut-être aussi des fois été un peu dans ce cas-là. Alors, un premier exemple dans l'automobile, je vous disais que j'ai travaillé 10 ans dans l'automobile, et en même temps que je vous parle, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et au passage, je relève aussi quelques messages. Donc, merci Nathanaël. Métier comptable gestionnaire, système d'information. Enjeu, réussir à gérer plusieurs projets d'évolution du système d'information. Oui, bien sûr. Dans les systèmes d'information, on est clairement dans cette complexité. Et la contrainte, grand nombre d'interlocuteurs et moi à mi-temps. Oui. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une forme de complexité. On va en reparler, Nathanaël, tout à l'heure. Alors, je vous disais que j'allais vous parler d'un exemple dans l'automobile. Quand j'étais en charge, en fait, alors j'étais chez PSA, donc qui est devenu Stellantis, j'étais en charge, en fait, de la définition des objectifs de coût des futurs projets véhicules. Et la difficulté, on va dire l'antagonisme auquel je faisais face avec mes équipes, c'était il fallait définir des objectifs suffisamment ambitieux pour qu'on puisse effectivement garantir la rentabilité du groupe à long terme, parce qu'en fait, on définissait ces objectifs à peu près 5 ans avant que les véhicules ne soient commercialisés, mais on ne savait pas exactement de quelle façon les coûts allaient être capables d'évoluer, on va dire, pendant ces 5 ans. On avait une forme de brouillard devant nous, à la fois sur ce qui était important pour rendre ces projets rentables. Est-ce qu'il fallait faire moins 20%, moins 25% par rapport au même modèle du moment, ou est-ce que c'était moins 10 suffisait? Ça, on avait beaucoup de mal à le savoir. Donc, il fallait quand même se fixer des objectifs très ambitieux pour être sûr qu'à 5 ans, les projets seraient rentables, et ensuite pendant la durée de vie du projet. Mais en même temps, il fallait le rendre pas trop ambitieux pour pas que les équipes projet soient complètement découragées et nous disent, écoutez, c'est impossible, on n'arrivera pas à le faire. Et que ce soit quand même relié, on va dire, à des éléments techniques tangibles. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais donc intégrer dans mes équipes des personnes qui étaient à l'aise avec cette dualité. Tantôt, on va dire, dans l'ambition et tantôt aussi dans le réalisme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé d'intégrer dans mon équipe une personne qui était d'un profil très atypique. Justement, c'était une personne qui était de formation littéraire. Alors, dans un monde d'ingénieurs, autant vous dire qu'elle était un véritable ovni. Et j'ai capté, on va dire, déjà cette première différence. Et puis la deuxième différence que j'ai captée aussi, c'est que lors de l'entretien de mobilité que j'ai conduit avec elle, c'est que j'ai constaté un peu sa capacité à naviguer d'un opposé à l'autre, en particulier dans cette dualité entre, on va dire, ambition et raisonnable, on va dire, rationalité. Et le fait est qu'elle a été une des meilleures dans mon équipe pour justement fixer des objectifs suffisamment ambitieux, les remettre en cause au moment où c'était possible, et c'est elle qui a obtenu, on va dire, les meilleurs résultats. Donc, c'était un premier signal fort pour moi sur l'importance de trouver et de mobiliser, on va dire, des profils atypiques et des profils qui sont à l'aise avec ces antagonismes. Alors, j'ai un deuxième exemple à vous donner, c'était dans l'architecture. J'ai accompagné, il y a quelques années de ça, un cabinet d'architecture. Il y avait une vingtaine d'architectes dans le cabinet et la dirigeante m'a dit, ben voilà, mon problème, enfin mon objectif, c'est que j'ai des architectes qui sont tous assez jeunes, assez autonomes, mais par contre, ils ont une difficulté, c'est dans la relation au client. Et dans la relation au client, en fait, ma difficulté, c'est qu'ils trouvent un équilibre. D'un côté, à avoir une meilleure écoute du client pour éviter de proposer un projet qui leur plaît beaucoup, qui est extrêmement élaboré, extrêmement abouti, mais qui en réalité ne répond pas exactement aux attentes du client. Donc, d'une certaine façon, il fallait développer l'écoute client.
Mais de l'autre, en même temps, elle avait un autre problème, c'est que, ou un autre objectif, c'est que si ces architectes écoutaient trop le client, pour certains c'était le cas, il y en a qui écoutaient tellement qu'ils avaient tendance à répondre exactement, on va dire, à la demande du client, mais ce faisant, comme les demandes du client, les attentes du client n'étaient pas tout à fait réalistes, ou pas tout à fait cohérentes, ou peut-être certaines étaient contradictoires, donc ça conduisait à un projet qui était presque impossible à faire, eh bien, d'une certaine façon, il fallait aussi savoir dire stop à certaines attentes, il fallait savoir ne pas se laisser embarquer par certaines attentes et savoir faire valoir, on va dire, un peu de rationalité dans tout ça. Donc il y avait une forme de contradiction dans son objectif, elle en avait bien conscience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes différentes visites au cabinet, rencontres avec les équipes, j'ai repéré, on va dire, au fil du temps, un jeune architecte, un architecte qui avait justement un peu cette capacité à manier les contraires. Alors en fait, ce n'est pas forcément ça que j'avais repéré chez lui, mais ce que j'avais repéré chez lui, c'était le fait que il alternait entre, on va dire, une attitude extravertie, une attitude introvertie. Tantôt, il était plutôt dans l'écoute et tantôt, il était plutôt dans l'argumentation. Et puis, tantôt, il était dans des arguments très rationnels et tantôt dans des arguments beaucoup plus émotionnels. Et là, je me suis dit, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui, justement, navigue, on va dire, entre les opposés. Ça ne lui pose pas de problème. Et donc, probablement qu'il aura cette aptitude à gérer cette forme de contradiction dans l'objectif qui était celui de mon client, de ma cliente. Et en effet, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en accord avec la dirigeante, on a monté, on va dire, un programme d'accompagnement. Et c'est cet architecte qui a testé, on va dire, en premier, ces nouvelles attitudes auprès de ses clients, et ça a bien fonctionné. Ça donnait de bons résultats. Et donc, du coup, on s'est appuyé ensuite sur cet architecte pour déployer, on va dire, un programme de formation. Il a joué un peu un rôle de mentor vis-à-vis des autres. Alors, ce n'était pas forcément simple parce que pour lui, c'était peut-être un peu facile, mais ce qui était facile pour lui n'était pas facile pour les autres. Et donc, avec la dirigeante et avec moi-même, on a cherché à traduire, on va dire, cette aptitude à manier les contraires d'une façon suffisamment acceptable pour tous les autres qui n'étaient pas du tout préparés à manier ces contraires. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails parce que ce n'est pas forcément le cas qui vous intéresse, mais quelque part, on voit bien qu'il y a une notion d'interprétation de ce qui semble simple pour certains d'entre eux, les fameux experts en complexité, les 2 à 5 de population dont je vous ai parlé, eh bien, ça paraît pas du tout simple, pas du tout évident, pas du tout logique, pas du tout naturel pour 95 de la population. Voilà pourquoi peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes confrontés à cette difficulté. Alors, j'ai un troisième exemple à vous donner, c'était dans le retail, en particulier dans le retail de prêt-à-porter. J'ai eu, on va dire, un client qui était un directeur commercial d'une enseigne nationale de prêt-à-porter, et donc il avait une cinquantaine de responsables, de directeurs de magasins, et son objectif, c'était de l'accompagner, on va dire, dans un changement d'organisation interne. D'un côté, il fallait donner plus d'autonomie aux directeurs de magasins parce que il fallait qu'ils soient capables de mieux adapter leur politique commerciale et d'événements annuels, on va dire politique marketing, d'une façon générale, en fonction de la clientèle locale et de leur implantation géographique. Mais de l'autre, il fallait aussi qu'ils apprennent à être plus cohérents entre eux dans la façon d'assurer leur reporting, aussi d'être à l'écoute, on va dire, des conseils du siège, des méthodes managériales, voilà, qui était quand même un peu trop spécifique, un peu trop dépendant de la personnalité des directeurs. Et on sait que dans le retail, c'est quelque chose enfin, cette disparité managériale qui peut être assez importante. Donc, il y avait une forme de paradoxe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là encore, j'ai identifié, on va dire, dans les différentes équipes, 2 directeurs de magasins qui avaient vraiment cette faculté à jongler avec la contradiction. Et aussi, ils avaient une forme un peu d'ouverture aux nouvelles façons de faire. Ils étaient en permanence à l'écoute des meilleures pratiques. Ils avaient tendance à être eux aussi un peu caméléons dans l'équipe. J'avais remarqué que dans une réunion commerciale à laquelle j'avais assisté, à ma demande, j'avais demandé à être un peu imprégné de leur mode de fonctionnement. J'avais remarqué que justement, ils étaient un petit peu plus discrets, alors même qu'ils avaient des résultats plutôt très très bons. Donc c'était assez étonnant, on va dire, dans un monde commercial. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai fait tester, on va dire, à tous les deux, une sorte de parcours d'accompagnement
pour justement progresser sur ces deux voies qui étaient en quelque sorte un petit peu contraires. Et pour eux, ça ne leur a pas posé trop de problèmes. Et je leur ai demandé, d'après vous, comment vous feriez pour déployer ça auprès de vos collègues, sachant que justement, ils ne sont peut-être pas forcément comme vous. Et eux ont réussi à trouver un peu des façons, encore une fois, d'interpréter, d'expliquer simplement ce qui était quelque chose de difficilement perceptible, difficilement acceptable, on va dire, par la majorité des autres. C'est-à-dire cette contradiction entre, d'un côté, renforcer l'autonomie, mais de l'autre aussi, renforcer la cohérence entre tous les directeurs de magasins. Et d'une certaine façon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est, et je n'ai pas forcément mis de diapo par rapport à ça, mais c'est ce que j'ai vécu moi aussi. En tant que, on va dire, que personne un peu atypique, j'adorais toujours cette complexité, j'ai toujours adoré expliquer les projets complexes, mais par contre, je me suis rendu compte que j'avais tendance à ne pas croire en mes projets, ne pas croire en la valeur de mes avis, qui étaient un peu différents, de mes intuitions. Donc, j'avais tendance à ne pas forcément les faire valoir. J'avais tendance à me ranger à l'avis des autres. Et résultat, je n'apparaissais pas forcément comme quelqu'un d'intéressant. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi en me rendant compte que je faisais perdre, on va dire, une valeur ajoutée à mes employeurs, que je me suis dit, il y a quelque chose aussi à faire par rapport à ces talents de la complexité qui sont invisibles et qui peut-être ne profitent pas du tout aux entreprises dont ils font partie. Alors, comment on peut identifier ces experts de la complexité? Je ne prétends pas vous apporter une masse de conseils là-dessus, mais je voudrais quand même vous donner peut-être quelques clés. Une première clé, c'est que ce sont souvent des personnalités qui sont originales, décalées. Je vais ajouter un terme parfois difficilement compréhensible, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une élocution qui est assez élaborée, qui est assez parfois complexe, ils ont une pensée qui est arborescente. Donc en général, cette pensée arborescente, elle part dans plusieurs directions et donc elle n'est pas facile à suivre du tout pour une personne normale, pour une personne, on va dire, classique, qui est plutôt dans un fonctionnement un peu plus linéaire. Donc on voit bien que cette différence de fonctionnement est à l'origine d'incompréhension, est à l'origine aussi de problèmes de communication. Voilà, deuxième peut-être aspect, c'est qu'elles sont capables de basculer d'une option à l'opposé en peu de temps. Et donc, la contrepartie de ça, c'est qu'elles peuvent sembler ne pas savoir choisir entre deux options. En réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'elles vont être capables de basculer de l'un à l'autre au moment opportun, justement. Encore une fois, si je reprends mon exemple des antagonismes, elles vont être capables de passer du temps long de préparation au temps court de l'action, puis du temps court de l'action au temps long de préparation, mais de façon relativement pertinente, et c'est ça qui va leur permettre d'avancer. Alors bien évidemment, être capable d'expliquer ça à tout un chacun, c'est pas si simple. Une autre caractéristique de ces personnes, c'est que ce sont des personnes qui en général apprennent vite, comprennent vite, raisonnent vite. Alors, parfois, la contrepartie, elles peuvent larguer un peu les autres. Et donc, c'est ça qui peut être un peu difficile. Mais en même temps, quand elles prennent conscience de cette vitesse, eh bien, elles sont capables de s'adapter pour justement mieux communiquer, mieux convaincre. Ce sont des personnes qui vont être éclectiques, qui s'intéressent à 1000 choses et qui, du coup, peuvent sembler s'éparpiller. Mais c'est justement dans cette richesse, dans cette diversité, dans cet éclectisme qu'elles vont nourrir leur compréhension de la complexité et qu'elles vont être capables de trouver les solutions pour avancer. Elles vont être évidemment très à l'aise avec la dualité et les contraires. Voilà, alors je voudrais revenir maintenant un peu plus sur vos projets complexes et peut-être certains d'entre vous en particulier. Alors, je vais prendre Nan qui est toujours avec nous. J'avais effectivement échangé avec vous, Nan, hier, mais je voudrais peut-être revenir sur ce qui est votre spécificité. Vous, votre enjeu, c'est un enjeu de transformation, on va dire, interne de la société par rapport à une nouvelle typologie de clients, on va dire un nouveau marché sur lequel vous vous positionnez, et avec cette clientèle qui a des critères de décision différents, des volumes différents de ce que vous connaissez. Et donc, il y a un changement complet de culture en interne.
Et vous, vous êtes en tant que responsable achat, finalement, vous avez cette conscience, cette, vous avez cette compréhension que ce n'est pas juste en expliquant aux commerciaux qu'il faut aller voir ses clients nouveaux et puis peut-être essayer de s'adapter, de les écouter différemment, mais qu'il y a véritablement un changement de culture. Ça, vous l'avez compris, Nan. Et du coup, votre difficulté, c'est de pouvoir expliquer justement cette complexité autour de vous. Et d'une certaine façon, comme vous êtes dans ce cas-là des talents d'être capable de comprendre la complexité, eh bien, vous avez tendance peut-être à ne pas trop vous mettre en avant, ne pas trop oser expliquer les choses. Donc là, véritablement, Nan, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser dire les choses, oser répéter les choses, oser peut-être les réexpliquer d'une autre façon pour que ça puisse être entendu et peut-être aussi expliquer à votre hiérarchie, expliquer à votre entourage à quel point ça n'est pas juste, on va dire, un client nouveau, mais que c'est véritablement un enjeu de transformation en interne. Et à ce moment-là, comme j'ai quand même le sentiment qu'au sein de votre entreprise, il y a une écoute de votre part sur ces questions, sur votre perception, eh bien peut-être qu'ils seront OK pour mettre en place, on va dire, des actions de transformation. Jean-Pierre, alors Jean-Pierre, vous êtes assurément, on va dire, un expert de la complexité. Vous fixez des standards d'exigence relativement élevés hein, dans votre projet. Il y a bien sûr des effets positifs, c'est que du coup, vous avez un projet qui tient vraiment la route, mais il y a aussi des effets négatifs, c'est que vous percevez plus les échecs, vous avez tendance peut-être à vous attacher un peu plus aux obstacles qu'aux réussites, et du coup, eh bien, ça va avoir tendance un petit peu à vous emmener dans une spirale négative. Moi, mon conseil, c'est d'apprendre à réguler ce haut niveau d'exigence. Peut-être aussi pour convaincre autour de vous, il y a fort à parier que vous déclencherez d'autant plus l'envie d'investisseurs sur votre projet, mais aussi de futurs associés, si vous avez plus confiance en vous. Or, cette confiance en vous, elle viendra aussi de cette question d'un regard un peu plus positif et peut-être d'un niveau d'exigence un peu moins élevé. Alors, Yann-Éric, je ne sais pas s'il est encore là. Yann-Éric est là, oui. Vous avez besoin de constituer des équipes avec une palette de savoir-faire. Et encore une fois, dans une petite dimension, c'est très compliqué de recueillir, on va dire, cette palette de savoir-faire. Et donc, quelque part, identifier pour vous des talents de la complexité, ça peut être une vraie clé pour avancer sur ces projets-là. Donc, identifier encore une fois, bien quelque part, les différents critères hein, que je vous ai affichés. Je vous renverrai le diaporama et vous aurez de toute façon accès au replay, donc vous aurez sans problème cette diapo-là. Eh bien, pour vous, c'est certainement un élément clé. Et encore une fois, et c'était un élément que je disais en début de webinaire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément, vous, cette compréhension fine de cette complexité ou cette aisance avec les antagonismes que vous n'êtes pas capable d'identifier ces talents de la complexité. Vraiment, il s'agit de choses peut-être un peu surprenantes. C'est juste que ces talents de la complexité ont tendance un peu à se fondre dans la masse. Donc, il faut parfois peut-être aller un peu gratter derrière la façade affichée de certaines personnes. Si vous repérez quelques indices, à ce moment-là, c'est peut-être des signaux faibles qu'il faut aller vérifier en leur posant d'autres questions. Alors, ces questions, vous pouvez les poser au travers justement de cette diapo que je vous montrais, mais peut-être que vous pouvez aller un cran plus loin et là, ça peut être l'objet d'un échange. Et au passage, vous aurez remarqué ici le petit bouton prendre rendez-vous. Si vous avez besoin, on va dire, d'en savoir plus sur votre problématique, sur votre enjeu, n'hésitez pas. Vous avez accès donc à mon agenda et vous pourrez prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi pour approfondir votre problématique. Avec qui encore on a échangé et qui m'a parlé de son problème. Alors, Nathanaël, métier de comptable gestionnaire de système d'information, réussir à gérer plusieurs projets d'évolution du système d'information. Alors, je n'ai pas forcément tous les éléments, Nathanaël, de votre problématique, mais quand même, ce que je ressens en lisant votre message, c'est que probablement, vous aussi, vous avez peut-être tendance à vous mettre la barre assez haut
de gérer plusieurs projets d'évolution de systèmes d'information. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément vous qui maîtrisez tout ça. On vous fixe des objectifs, mais soyez conscient aussi d'une chose, c'est que plus vous êtes capable de gérer cette complexité, il y a au moins une chose dont vos responsables sont rapidement conscients, c'est qu'en effet, vous avez une capacité de rapidité et d'accumulation d'objectifs nettement supérieure à la moyenne. Et donc ça, ils l'ont bien compris, et donc ils vous en rajoutent assez facilement. Or, vous, votre objectif, c'est justement de ne pas trop vous en mettre, parce que sinon, vous avez déjà tendance à vous mettre des ambitions un peu trop élevées, et donc forcément, vous allez peut-être avoir le sentiment d'échouer, alors qu'en réalité, vous faites déjà 80% du travail, et ces 80% sont déjà tellement énormes que c'est déjà peut-être beaucoup pour votre entreprise. Alors, c'est vraiment, encore une fois, une hypothèse, hein, je ne veux surtout pas affirmer que c'est le cas, Nathanaël. Mais tout ça dans une contrainte de grand nombre d'interlocuteurs, etc. Eh bien, il est possible que vous, Nathanaël, vous ayez justement cette capacité à entrer en contact avec beaucoup d'interlocuteurs différents, parce qu'en général, justement, les talents de la complexité, ils ont cette faculté-là d'ouverture à des gens très différents, de compréhension, de discussion avec des gens différents. En revanche, votre difficulté, c'est peut-être de convaincre, c'est d'expliquer à un moment donné que ce n'est pas si facile. Et là encore, c'est quelque chose que c'est visiblement qui est commun à pas mal d'entre vous. Qui d'autre encore m'a partagé sa situation? Alors Céline, oui, on a discuté juste avant notre échange, juste avant ce webinaire. Comment mieux convaincre les gens autour de vous? Peut-être que vous avez eu quelques clés aujourd'hui. Moi, vraiment, ce que je ressens du court échange qu'on a eu et puis de ce que vous avez indiqué, c'est de prendre conscience de votre différence de fonctionnement avec la plupart des autres. C'est-à-dire que vous avez cette compréhension de la complexité que n'ont pas la majeure partie des gens. Donc, il y a véritablement, on va dire, un langage différent. Il y a presque, on va dire, à interpréter les choses. Bien souvent, moi, ce dont je me suis rendu compte dans mes situations, c'est que pour expliquer des choses complexes sans les dénaturer, mais de façon limpide, compréhensible, digérable par tous, il faut utiliser beaucoup de métaphores, il faut utiliser beaucoup d'images, il faut utiliser beaucoup d'exemples de la vie de tous les jours. Peut-être parfois d'ailleurs, ça me fait penser aussi vous savez, le biomimétisme. Des fois, on utilise la nature pour améliorer la technologie. Peut-être qu'aussi, en s'inspirant de la nature, vous allez trouver aussi des images pour expliquer cette complexité. Parce que Dieu sait si la nature, avec ses 5 milliards d'années d'existence, elle a aussi, sur Terre, elle a aussi beaucoup de complexité. Je pense à une chose, par exemple, ça m'est arrivé de devoir expliquer dans une conférence auprès on va dire, de dirigeants. J'utilisais l'image de l'exploration spatiale. C'est pas pour rien que je me suis appelé Apollo Conseil, c'est parce que j'adore l'exploration spatiale et en particulier l'aventure de l'homme sur la Lune. Et un jour, je devais expliquer dans cette conférence pourquoi les fusées devaient prendre une trajectoire courbe pour aller de la Terre à la Lune. Et en fait, j'ai pris l'image d'un golfeur qui devrait envoyer sa balle dans le trou depuis son point de départ, mais sur un green qui est incurvé comme ça, de façon comme une cuvette. Eh bien, il doit suivre une trajectoire courbe pour atteindre le trou. Eh bien, vous voyez que d'une certaine façon, utiliser des métaphores de cette façon-là, et ça a été extrêmement bien compris. Enfin, je veux dire, très rapidement, tout le monde a compris intuitivement, parce que c'était en fait l'image de la Terre et de la Lune qui sont des puits de gravitation, des puits d'attraction, on va dire, des masses. Donc voilà, d'une certaine façon, il fallait trouver une image qui explique simplement cette complexité. Alors, est-ce qu'il y a des questions et ce serait peut-être le bon moment. Alors, Céline, j'ai un collègue que je trouve très éparpillé dans son travail et c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de métaphores dans sa communication. C'est peut-être un expert en complexité. Oui, certainement. Voilà. Et peut-être vous pouvez vous inspirer justement de sa façon de faire. Et je pense, Céline, que vous avez sans doute, vous aussi, des capacités dans ce domaine-là. Peut-être que c'est juste que vous n'avez pas encore osé le faire. Encore une fois, bien souvent, les talents de la complexité n'osent pas s'afficher. Ils ont souvent peur d'apparaître un peu comme des vilains petits canards. Or, comme ils ont besoin plutôt de se sentir intégrés, de se sentir acceptés,
ils vont tout faire pour paraître un peu comme les autres. Donc, voilà pourquoi il faut aller chercher les signaux faibles et gratter derrière. Voilà, alors, je reviens à ma diapo. Il nous reste 7 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'essaye de voir en même temps que je vous parle si peut-être certains d'entre vous, je n'ai pas forcément parlé de leur problématique. Stéphane, je ne crois pas qu'on se soit parlé, il ne me semble pas. Donc, si vous avez une problématique particulière, Pierre-Maël, c'est pareil. Olivier, je ne suis pas sûr que j'ai répondu à votre problématique. Alors, vous, Olivier, vous avez certainement ces syndromes, on va dire, des experts de la complexité, la difficulté à choisir, à vous mettre en avant, alors même que vous constatez que vous obtenez de bons résultats. Moi, mon conseil, ce serait oser sortir du bois. Et oser vous montrer sous votre véritable jour, votre véritable personnalité. Montrez vos capacités à comprendre la complexité. C'est comme ça que vous réussirez de grandes choses. Alors, peut-être que votre historique vous a montré que c'était un peu risqué. Donc, allez chercher peut-être dans votre historique ce qui s'est passé dans votre façon de vous montrer différent. Et peut-être que c'est juste, là encore, une question d'expliquer simplement. D'expliquer d'une façon digérable et compréhensible pour éviter que vous soyez mal compris, mal perçu, peut-être pas perçu du tout. Alors Emma, je ne sais pas si on a échangé, je ne pense pas. Richard Wilson, je ne crois pas qu'on se connaisse. Soit là, si vous avez vous aussi peut-être, et Caroline. Alors Caroline, je pense on s'est peut-être déjà vu dans différents webinaires, mais je ne me souviens plus exactement de votre problématique. Donc voilà. Alors Pierre-Mel, mon projet complexe est de trouver un sens et une suite à mon parcours personnel entre conseil, analyse et commercial. OK. Donc, Pierre-Mel, ce que j'entends, oui, un horizon tant de court terme que de moyen à long terme. Les freins peuvent être géographiques, définir un secteur et rencontrer de bonnes personnes et bons contextes. Oui, alors, Pierre-Mel, encore une fois, il me semble que tu présentes, on va dire, des signes de compréhension de cette complexité, de naviguer entre long terme, court terme, de naviguer entre conseil, analyse, commercial. Et tout ça, en effet, vis-à-vis d'un recruteur classique et même d'un recruteur tout court, c'est pas entendable. C'est souvent quelque chose qui est un peu bizarre. Eh bien, mon conseil, Pierre-Maël, c'est d'assumer d'une certaine façon le fait que cette différence, cette capacité d'embrasser des choses qui semblent ne pas aller ensemble, eh bien, c'est un atout. Alors, évidemment, quand on est jeune, c'est un peu plus compliqué que quand on a 57 ans comme moi. Mais encore une fois, il s'agit de s'inspirer peut-être dans ta vie personnelle. Je pense que tu as vécu des événements. Je pense en particulier à l'organisation de cette assemblée générale pour la SCAP. Tu as vécu l'organisation d'événements. Tu as été, on va dire, même au fondement. Peut-être que tu n'as pas pris conscience à quel point c'est grâce à ta compréhension de cette complexité que tu as su organiser efficacement ce genre d'événement. Alors même que c'était en plein dans une période de Covid, de reports successifs, un intervenant qui n'est pas venu au dernier moment, etc. Tout ça, eh bien, c'est grâce à toi, en partie, que les choses se sont bien passées. Donc, souvent, et ça, c'est un message pour vous tous, les experts de la complexité ne perçoivent pas à quel point ils ont une valeur ajoutée, ils ont effectivement contribué à la réussite de leur projet. En général, ils considèrent que la réussite des projets n'est pas la leur. Donc, voilà, mon conseil pour celles et ceux qui ne sont pas forcément des experts de la complexité, c'est d'identifier qui a véritablement contribué à la réussite de ces projets. Et à ce moment-là, ils vont peut-être trouver des talents de la complexité. Et pour celles et ceux qui le sont, c'est de prendre tout simplement conscience à quel point ils ont contribué à cette réussite. Alors, il est 12h13, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, je n'ai pas plus de messages. Nathanaël, peut-être ce serait intéressant de me dire si j'ai peu ou prou répondu à votre attente. Jean-Pierre aussi, ça m'intéresse d'avoir
vos retours. Nan, peut-être aussi. Je ne sais pas si Nan, vous avez aussi d'autres personnes de votre entreprise avec vous. Je ne crois pas les avoir vues. Céline, Anne, Jean-Pierre, vraiment, n'hésitez pas à mettre vos messages. Ok, je confirme, vous avez bien cerné. Merci Nathanaël. Voilà, peut-être un petit mot aussi pour me dire ce que vous retenez de ce webinaire. En quelques mots, dans cette dernière minute. Merci Nan. Merci beaucoup pour tous ces éléments et bon appétit. Oui, effectivement. Dernier point très important pour moi à garder en mémoire. Très bien. Merci de Nathanaël. OK. Alors, encore une fois, à quoi ça sert, avant que vous ne quittiez le webinaire, à quoi ça sert de cliquer ici sur « Prendre rendez-vous » ? Eh bien, d'une certaine façon, pour aller plus loin, ce rendez-vous de 30 minutes, comme je dis souvent, la meilleure boîte à outils ne vaut rien sans un bon expert et ne comprend pas votre spécificité. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'aller un peu plus loin dans votre problématique, dans votre cas bien précis. Voilà. Et donc, à quoi ça va vous servir tout ça ? Eh bien, ce rendez-vous, c'est d'une part, eh bien, mieux cerner pour moi votre objectif complexe, disposer d'un diagnostic, pour vous, disposer d'un diagnostic individuel et détaillé, et peut-être aussi de comprendre par quelles étapes il faut passer. Parce que parfois, le message que je vous fais passer, il semble un peu simpliste, mais par quelles étapes il faut passer, ce n'est pas si évident. Et puis, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des freins personnels pour avancer. Et donc, le rendez-vous va vous permettre peut-être d'identifier ces freins. Ok, Jean-Pierre, beaucoup de choses intéressantes à retenir et utiles pour conduire mon projet et voir maintenant quoi en faire concrètement. Ok, très bien. Merci Pierre-Maël, merci Jean-Pierre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous, pouvez-vous dire en 2 mots ce que vous prévoyez après le rendez-vous exploratoire. Après le rendez-vous exploratoire, alors, l'idée, c'est que dans ce rendez-vous exploratoire, je vais vous faire vivre un peu en vraie grandeur ce que je peux vous apporter. Et donc, l'idée, c'est qu'à l'issue du rendez-vous exploratoire, vous puissiez dire, écoutez, oui, non, ça ne m'intéresse pas peut-être de poursuivre l'accompagnement avec vous, Cyril, et tout simplement. Voilà. Et puis peut-être aussi de poser toutes vos questions. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne continuation, et puis je vous donne rendez-vous le 15 février. Ce sera pour de nouveau une masterclass sur les projets complexes. Ce sera sur combiner long terme et action immédiate, et le 15 mars, un sujet que j'ai déjà évoqué l'année dernière sur utiliser vos intuitions et le storytelling pour réussir vos projets complexes. Et puis le 12 avril, il y aura une nouvelle date sur l'art de combiner audace et prudence. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis pleine réussite à vos projets. Merci beaucoup.